Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau direct en ce 14e jour de confinement. J'espère d'abord que ça va bien ou au moins le mieux possible pour vous et votre entourage et tous ceux qui nous regardent. C'est évidemment une période difficile et compliquée. On arrive dans le plus gros, le plus dur de la vague de l'épidémie. On sait que probablement autour de nous, on va avoir des cas de personnes qui sont infectées par la maladie, que c'est aussi difficile à vivre le confinement à titre individuel, à titre collectif, qu'on n'est pas égaux face au confinement. Bref, j'espère que dans ces conditions qui sont évidemment pas faciles, ça va pour le mieux pour vous tous. Je voudrais d'abord commencer avec ça, avec un sourire, un coucou, du courage et que j'envoie à tout le monde de là où je suis, c'est-à-dire chez moi, confinée comme tout le monde. Je sais à quel point c'est une période difficile, donc voilà, je voulais commencer par ça, ça fait du bien en le disant. Et on est tous ensemble dans cette galère, même si on n'est pas tous égaux dans cette galère. Donc voilà, j'espère que ça va bien pour vous toutes et vous tous. Je voulais vous proposer aujourd'hui de faire un petit peu le point sur la réponse sanitaire d'abord, les dernières annonces qui ont été faites par le gouvernement et puis la vraie question qu'on va devoir se poser, ça fait maintenant 2 semaines qu'on est confiné, c'est comment on sort de là, quelle stratégie le gouvernement adopte pour véritablement sortir de la crise, gérer à la fois l'urgence et prévoir, anticiper la prochaine étape, parce que force est de constater que c'est pas l'anticipation qui a présidé jusqu'à présent, guidé les choix du gouvernement. Et donc cette anticipation, elle sera indispensable pour les prochaines étapes. Je voulais aussi faire le point sur la situation spécifique dans certains secteurs d'activité, notamment après des échanges que j'ai eus avec des salariés de McDonald's, mais ce ne sont pas les seuls qui sont poussés à travailler malgré le confinement. Et puis ensuite faire un petit peu le débrief et la manipulation du gouvernement qui nous donne l'impression qu'ils deviennent anticapitalistes et qu'ils veulent gouverner, mettre fin aux dividendes, alors qu'en pratique, c'est pas du tout le cas. Et puis finir sur quelques réflexions et quelques pistes d'ouverture sur quel impact le confinement a concrètement pour certains types de populations. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à nous faire remonter vos questions, vos interrogations, mais aussi vos témoignages. Je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion d'organiser un direct, on est éloignés physiquement, mais ensemble par la pensée. Et l'objectif, c'est qu'on puisse réfléchir collectivement, mais aussi qu'on puisse être vos porte-voix. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter tous vos témoignages ici en commentaire ou en message privé, comme vous le voulez et ce qui est le mieux pour vous, mais essayons de le faire le plus participatif possible. Donc n'hésitez pas à commenter directement. Évidemment, on regardera vos commentaires et puis on va les prendre au fur et à mesure. Donc vos témoignages de salariés, vos témoignages aussi de confinés tels qu'ils soient, parce que on vit tous le confinement dans des conditions différentes. Voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter et on les prendra au fur et à mesure. Et n'hésitez pas aussi à partager ce direct avec tous ceux qui vous pensez que ça peut intéresser, à le partager plus largement sur vos comptes. Alors d'abord, pour faire le point sur la situation et la réponse sanitaire, vous avez peut-être vu que Édouard Philippe a fait une conférence de presse commune avec Olivier Véran, le ministre de la Santé, samedi dernier. Ça fait maintenant plus d'1 mois qu'on est en pleine gestion de cette crise et je dois dire que c'est la première conférence de presse où le gouvernement a compris qu'on en avait marre de leur leçon de morale, on en avait marre de leur leçon de responsabilisation. Concrètement, si on est aujourd'hui dans cette crise, ce serait presque notre faute à nous individuellement parce qu'on ne respecte pas leurs consignes qui, quand même, d'une semaine à l'autre, n'a cessé de varier. Et on a senti que le ton a un peu changé. On est moins sur le va-t-en-guerre d'Emmanuel Macron qui, quelques jours avant, s'était présenté en chef des armées, en fait, qui venait faire une revue de ses troupes à Mulhouse et qui ne répondait pas aux questions qu'on se pose. Et nos questions, elles sont extrêmement concrètes. Combien de masques ? Combien de tests, quelle est la stratégie pour l'approvisionnement en médicaments,
quelle est la stratégie de sortie du confinement? Ce sont des questions concrètes qu'on se pose et auxquelles le gouvernement doit maintenant répondre. On voit quand même que Édouard Philippe n'a pas pu s'empêcher de dire qu'il laissera personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision du confinement. Bon, là-dessus, si on refait l'historique quand même des épisodes, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a eu autant de mal à comprendre ce confinement, parce que ils ont eu du mal, ils ont mis du temps à agir, et force est de constater qu'ils n'ont pas anticipé la crise. C'est même Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui le disait elle-même que, bon, on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce qu'elle a dit dans les médias, qu'elle avait alerté courant du mois de janvier, et que le gouvernement a attendu longtemps avant de prendre la mesure de la crise et prendre les mesures qui étaient nécessaires, mais du coup qui sont assez violentes, de passer quasiment du jour au lendemain à des mesures de confinement. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il y aura un temps d'analyse, un temps de réflexion et un temps d'évaluation de la gestion de la crise. C'est ça que l'on devra aussi faire a posteriori, et c'est pour ça aussi que nous, de notre côté, nous avons lancé une commission d'enquête citoyenne dont l'objectif est d'informer, de faire remonter l'ensemble des informations d'un point de vue sanitaire, économique, etc., pour être en mesure d'évaluer cette gestion de la crise. Mais maintenant, pour moi, l'enjeu, c'est, indépendamment du retard pris à l'allumage par le gouvernement, comment on ne répète pas ces retards dans les prochaines étapes. On est à l'étape du confinement, mais on sait très bien que dans la gestion de la crise, ce n'est pas la dernière étape. Comment on ne se retrouve pas à prendre des décisions du jour au lendemain, à improviser quasiment du jour au lendemain, parce que c'est la sensation que le gouvernement nous donne dans la gestion de cette crise. Et pour que nous tous, on comprenne les consignes qui nous sont données, en bons petits soldats, les consignes sanitaires qui nous sont données, je pense que la première responsabilité du gouvernement est d'éviter de changer les consignes du jour au lendemain, notamment si les gens se jettent sur la chloroquine, le fameux médicament qui fait débat dans la communauté scientifique sur son impact potentiel dans la gestion de la maladie, c'est parce qu'il y a aussi une perte de confiance de la population qui est liée aussi au manque de tests. Et on a vu là des premiers cas se développer de gens qui, en j'arrive même plus à trouver le bon, bref, qui essaient de se soigner tout seuls et qui du coup peuvent prendre des doses trop importantes, etc. Mais le vrai danger, c'est que si les gens en arrivent à se soigner eux-mêmes, c'est qu'ils ont même plus confiance dans l'outil sanitaire, hospitalier, pour se soigner. Et donc c'est là où on arrive à une seconde crise sanitaire qui peut s'ajouter. On voit aussi que des personnes qui sont suivies pour des maladies chroniques peuvent douter aujourd'hui de la capacité des médecins parce qu'ils sont débordés, etc., à gérer la crise. Et donc il y a un danger aussi que ces personnes-là ne se rendent pas chez leur médecin ou n'aient pas le suivi médical dont ils ont besoin. Donc il y a des vraies questions qui se posent et des conséquences concrètes à leur gestion, disons, approximative ou tout du moins variable d'un jour à l'autre de la crise. Ensuite, sur la question du matériel sanitaire, le gouvernement et dans leur conférence de presse samedi, Olivier Véran et Édouard Philippe ont tenté d'apporter des réponses. Ils nous ont dit, ok, c'est la première fois, ils nous disent concrètement, on a commandé 1 milliard de masques, augmenter la capacité des lits en réanimation de 5 000, puis à 10 000, puis à 14 000. Bon, les premières questions qu'on peut se poser, c'est d'abord, pourquoi ne l'ont-ils pas fait un mois plus tôt? Ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est, est-ce suffisant? Par exemple, là, dans un premier temps, il y a 40 millions de masques qui vont arriver par semaine via un pont aérien de la Chine. Mais je me demande encore aujourd'hui, des masques, on sait en produire, on peut en produire en France. Pourquoi n'ont-ils pas réquisitionné l'ensemble de l'appareil productif pour produire des masques, des blouses, des surblouses, des surchaussures, bref, tout ce dont on a besoin? Et pourquoi aujourd'hui encore, on repose notre dispositif et la production de nos outils de protection? Finalement, ça repose sur le bon vouloir, voire la charité des grandes entreprises françaises et
l'importation à l'extérieur de l'Union européenne, ce qui évidemment prend du temps, est en quantité limitée, alors que si on voulait produire, en réalité on le pourrait, et surtout on aurait pu depuis les nombreuses semaines où la crise a commencé. Donc, pour moi, si des chiffres sont enfin avancés, ce qui est quand même une bonne nouvelle, et c'est ça, ce sont les questions que l'on posait depuis plusieurs semaines, on commence à avoir des réponses, mais qui ne sont pas encore à la hauteur de la crise, et surtout qui ne mobilisent pas l'ensemble de l'appareil productif, alors que ce serait nécessaire. Ensuite, il n'y a toujours pas de stratégie claire à la fois sur la sortie du confinement et puis dans la gestion aussi des outils dont on a besoin. Il y a la question qui commence à monter de celle des médicaments. Il y a des alertes, notamment de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France sur une potentielle pénurie de médicaments, notamment tous les médicaments qui sont utilisés dans les anesthésiants ou en réanimation, dont on pourrait manquer déjà d'ici la fin de la semaine. Aussi des alertes sur l'utilisation sur le Doliprane, alors qui est certes produit en France, mais qui est produit en France avec des matières premières qui viennent d'en dehors de l'Union européenne. Et concrètement, c'est aujourd'hui la vraie question qui est posée, y compris sur les médicaments. On dépend de l'étranger. Globalement, sur la production de médicaments, 80% des principes actifs sont produits hors de l'Union européenne, en particulier en Inde et en Chine, qui sont des pays qui sont frappés aussi par l'épidémie. Et donc, on voit que notre manque de souveraineté à l'échelon national, plus et dont ça dépend notre dépendance d'autres pays, a fortiori en dehors de l'Union européenne, notre dépendance à la production des outils dont nous avons besoin pour nous protéger ou pour nous soigner avec les médicaments, et on voit les conséquences concrètes que ça a. Et pourtant, même dans la gestion de la crise, il aurait été possible de réquisitionner à l'échelon national, et on a un peu le sentiment que ça fait peur au gouvernement, alors qu'il pourrait en avoir les capacités. Et la dernière question qui se pose, à mon avis, là, dans la gestion de la crise à ce stade, c'est la stratégie de déconfinement. Ok, le confinement a été prolongé de 15 jours supplémentaires. Force est de constater qu'ils n'ont pas été capables de préparer la crise. Maintenant, il faut à tout prix qu'ils soient capables de préparer la sortie du confinement. Parce qu'il y a énormément de questions qui se posent. Pour éviter de subir la désorganisation que nous avons subie là dans ces premières semaines de gestion de la crise, et autant de questions auxquelles il est indispensable de répondre, faute de quoi l'épidémie reviendra comme un boomerang avec une deuxième, voire une troisième vague de l'épidémie. Et on sait que le confinement a été rendu obligatoire ces dernières semaines, aussi par impréparation, mais on sait qu'il est pas tenable pendant des mois entiers. Ça pose énormément de questions en termes de privation de liberté publique. Et puis, enfin, on va tous devenir fous, quoi, si on est confinés pendant des mois entiers. Et évidemment, il faut préparer l'étape suivante. Ce ne doit pas être une fatalité que d'être confiné. Évidemment, là, il faut respecter les consignes. Évidemment qu'il faut être confiné à l'instant T. Mais quelles sont les conditions de la sortie du confinement ? Il faut pouvoir anticiper la suite. On ne pourra évidemment pas dire du jour au lendemain, tout revient à la normale. Du jour au lendemain, on sort tous dans les rues et c'est la grosse fête. On sait très bien que ça, malheureusement, ce sera pas possible. Et donc, il faut envisager des étapes dans la sortie du confinement. Le confinement, c'est lui-même une étape. Mais il y a aussi ensuite plusieurs scénarios possibles. On peut déconfiner par région, par zone. Il faut aussi imaginer notre capacité en test. Disposons-nous des tests en quantité suffisante pour pouvoir déconfiner ? Est-ce qu'on va tester l'ensemble de la population pour le déconfinement ? Si on n'a pas suffisamment de tests, alors allons-nous procéder région par région ? Est-ce qu'on va pouvoir mailler l'ensemble du territoire ? Est-ce qu'on va envoyer des équipes mobiles sur le territoire avec des centres de dépistage ? Est-ce qu'on a des endroits pour mettre en quarantaine les personnes qui seront testées positives et dont il faudra pouvoir maintenir le confinement ? Bref, c'est autant de questions qui sont très très concrètes et auxquelles le gouvernement devra répondre. Sinon, on aura la même improvisation et les mêmes risques qui vont perdurer à la suite du confinement. Il y a avec ça
La question qui est associée, c'est la question des commandes, des outils sanitaires et des tests. Est-ce qu'on en a en quantité suffisante? Mais il y a aussi une vraie stratégie à discuter. C'est une stratégie qui implique des réponses qui sont politiques et qui doivent être aussi débattues démocratiquement. Et pour le moment, force est de constater que le gouvernement n'ouvre pas cette porte de discussion dans le cadre démocratique qui devrait perdurer en temps de confinement. La démocratie ne devrait pas être confinée, bien au contraire, on devrait pouvoir discuter collectivement des réponses qu'on veut apporter et des prochaines étapes et comment finalement on tient dans la durée si l'épidémie s'installe, parce que là on a accepté de rogner sur nos libertés publiques et d'être confinés 2 semaines, 1 mois, ce sera peut-être 1 mois et demi au final, mais imaginez si on nous déconfine et puis 3 semaines après on nous dit désolé les gars, on a mal géré la situation, on est repartis tous pour 1 mois et demi de confinement. Ce sera évidemment extrêmement dramatique. Et puis je pense que notre tolérance, notre acceptation collective du confinement évidemment reculera au fur et à mesure qu'on nous maintiendra dans ces conditions, avec toutes les questions que ça pose pour les publics précaires, pour les personnes qui vivent le confinement dans des logements extrêmement insalubres, bref, toutes les questions qui se posent à l'heure actuelle, plus on va durer, plus elles vont être importantes, et donc il faut que le gouvernement prépare sa stratégie de déconfinement. Je vois qu'il y avait pas mal de commentaires et de questions, n'hésitez pas à en poser, je vais en prendre plusieurs. Il y a Eric qui nous demande « L'industrie produisant des bouteilles d'oxygène en France est fermée. Qu'attend le gouvernement pour la nationaliser? Sinon la production n'existera plus en Europe. » Alors cette entreprise, elle s'appelle Luxfer. C'est une entreprise, j'avais déjà eu l'occasion de vous en parler, qui se trouve à côté de Clermont-Ferrand, qui en effet été fermée l'an dernier par cupidité des actionnaires, parce qu'en plus c'était une entreprise qui faisait du bénéfice. Et d'ailleurs, si on veut même continuer à penser par cupidité, cette entreprise en ce moment, elle ferait énormément de bénéfices au vu des besoins en bouteilles à oxygène dans le domaine médical. Donc il y a une pétition qui a été lancée pour nationaliser cette entreprise. Je vous invite tous à la signer, on va remettre le lien dans le live. Et n'hésitez pas à la signer, à la faire tourner. Nous, en tant qu'élus, on va aussi continuer à interpeller sur la question. On va continuer aussi à demander au gouvernement de nationaliser cette entreprise, puisque c'est une entreprise qui plus que jamais est utile dans la période. Mais je pense qu'il y a évidemment cette question qui est posée sur les bouteilles d'oxygène. Il y a aussi une entreprise qui avait fermé il y a pas très longtemps de production de masques, douce ironie. Donc on va aussi demander à ce que cette entreprise soit nationalisée et qu'elle soit remise en production, tout simplement, parce que voilà, on continue à importer des masques qui viennent de l'autre bout du monde, alors qu'en réalité, on pourrait en produire sur notre sol et être moins dépendant. Donc ça vaut pour les masques, ça vaut pour le gel hydroalcoolique, ça vaut pour les bouteilles d'oxygène, ça vaut aussi pour les respirateurs. Vous savez, dans les réanimations, on a besoin de respirateurs. Et là aussi, on n'en a pas en quantité suffisante. C'est aussi assez manifeste de voir que dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, ils en produisent beaucoup plus que nous. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions ou commentaires. Aussi d'autres témoignages vous-même de la manière dont vous vivez le confinement. On le vit tous de manière différente. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que au début du confinement, je sais pas vous, mais il y avait cette espèce d'expérience de on sait pas trop ce qu'on va vivre. Certains l'ont comparé à tort, je pense, à la vie en prison parce qu'on reste quand même plus libre qu'en prison. Et en même temps, au début, bon, on s'est tous fait des apéros Skype, on s'est tous envoyé nos anecdotes. Et puis, au bout d'un moment, il y a une espèce de routine du confinement qui commence à se créer. Et en même temps, c'est extrêmement difficile de pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour ceux qui font du télétravail et d'apercevoir la lumière au bout du tunnel, d'où la nécessité, je pense, pour le gouvernement de préparer l'après et d'envisager aussi, tout simplement, les prochaines étapes, parce que sinon, franchement, c'est une situation, et je pèse mes mots, qui peut durer plusieurs mois. Et vous nous imaginez, là, dans 2 mois, en train d'être confinés.
Enfin, moi-même, je serais fatiguée de m'entendre dans ces lives depuis chez moi. Vous serez aussi fatigués de m'entendre. Bref, c'est évidemment une situation qui n'est pas durable. Et dès le début, il faut envisager la sortie. Et mine de rien, le gouvernement ne l'envisage pas forcément. Il y a Djibril qui nous pose la question, quelles sont les mesures à l'échelle européenne? Merci pour votre combat, merci pour le soutien Djibril. Sur les mesures à l'échelon européen, là aussi on voit que l'Union européenne, elle aborde cette crise de manière extrêmement désunie. En gros, c'est sauf qui peut, chacun fait sa stratégie hyper égoïste, hyper individualiste. Et quand on parle de stratégie de sortie du confinement, je pense qu'il faudra une stratégie à l'échelon européen, parce qu'imaginez que l'Italie sorte du confinement, qu'elle teste massivement, et qu'après, elle soit recontaminée parce que dans les autres pays voisins, ils n'ont pas suivi la même stratégie. Donc là aussi, il faut une stratégie qui soit conjointe, et ça fait partie des demandes que nous portons à l'échelon européen, en plus d'une solidarité en matière économique et financière, parce qu'évidemment, la crise va toucher extrêmement durement l'ensemble des États, et c'est les plus précaires qui, probablement, de nouveau, vont en faire les frais. Ensuite, je vais peut-être continuer par vous parler en termes de où est-ce qu'on en est du côté des travailleurs. Et là aussi, n'hésitez pas, on va prendre certains de vos témoignages. Vous savez, depuis le début, on a lancé un appel à témoins, n'hésitez pas à le relayer, dont l'objectif est de raconter ce qui se passe un peu sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire le confinement en fonction des secteurs d'activité? Et là-dessus, force est de constater qu'on a aussi énormément de différences et d'inégalités. On voit que Renault, par exemple, a remis en route, a prévu en tout cas de remettre en route cette semaine ses usines, comme si dans la période c'était prioritaire d'acheter des voitures. On voit que ArcelorMittal aussi a prévu de remettre en route ses usines, Airbus l'a fait. Bon bref, il n'y a toujours pas de consigne claire et la question se pose d'autant plus avec le rallongement du confinement. Et dans le même temps, on voit qu'après l'Italie, c'est l'Espagne qui, ce week-end, a décidé de mettre à l'arrêt l'ensemble des secteurs qui ne sont pas essentiels. Clairement, ce qui est ce qu'on demande depuis maintenant plusieurs semaines, on concentre nos efforts de protection, de production des outils sanitaires sur les secteurs qui sont indispensables, les éboueurs, les traitements des déchets, les transports, etc. Les soignants, évidemment, et tous les autres, stop, on met à l'arrêt. Et évidemment, l'objectif, c'est qu'on mette à l'arrêt pendant la période la plus courte possible, mais comme ça, on a les outils suffisants pour protéger les secteurs indispensables, et les autres, on ne les met pas en danger. Et la question se pose dans pas mal de secteurs. Elle se pose par exemple dans le transport. Il y a pour les routiers spécifiquement, ils continuent à transporter les marchandises. On peut dire que certaines marchandises sont nécessaires, mais clairement pas toutes. Ils transportent des marchandises dont certaines ne sont pas indispensables. Et le problème pour ces routiers, c'est qu'ils se baladent sur les routes de France sans concrètement avoir accès aux aires d'autoroute qui sont fermées. Donc ça pose problème pour se restaurer, ça pose problème pour se doucher, pour aller aux toilettes. Donc concrètement, on met en danger d'un point de vue sanitaire ces routiers, sans compter qu'eux-mêmes deviennent vecteurs de l'épidémie à travers toute l'Europe. Donc il y a plusieurs syndicats qui ont appelé au droit de retrait, qui je pense il faut soutenir. Et là aussi, pour le transport de marchandises, il faut, je pense, définir les secteurs et les marchandises qui sont indispensables à transporter, pour lesquels on garantit les protections à ces routiers, et les autres, les mettre à l'arrêt. Il y a aussi un préavis de grève qui a été déposé dans la fonction publique pour finalement construire un rapport de force et s'assurer que les fonctionnaires qui doivent travailler en ce moment aient les outils de protection qui sont nécessaires. Et je voulais vous parler aussi, et n'hésitez pas si vous avez d'autres témoignages, de salariés que j'ai rencontrés, alors virtuellement, que j'ai rencontrés, on s'est appelé cet après-midi, des salariés de McDonald's. Et leur histoire est assez forte et bouleversante. Ce sont des salariés de McDonald's qui, dans l'ensemble, travaillent dans la région de Tours. Je voulais vous raconter leur histoire parce que elle donne à voir l'injustice aujourd'hui du confinement et la manière dont certaines entreprises l'exploitent pour mettre en danger leurs salariés. On a partout en France des restaurants qui ferment. Donc, vous allez n'importe où dans la rue, votre restaurant de quartier, il est fermé. Eh bien non, pour McDonald's, certains de leurs restaurants, qui sont des restaurants franchisés, ont décidé de rester ouverts. C'est le cas de 12 restaurants McDonald's dans la région de Tours. Ça pose plusieurs questions et plusieurs problèmes. D'abord, d'un point de vue sanitaire.
Ces salariés à qui on demande de continuer à travailler, de faire le drive McDonald's et les ventes à emporter, on ne leur donne pas l'ensemble des outils de protection sanitaire dont ils ont besoin. Sur les masques, écoutez bien, sur les masques, on leur donne des élastiques et du sopalin et on leur dit produisez vos propres masques et protégez-vous de cette manière. On leur donne des gants mais pas en quantité suffisante et donc ils doivent se laver les mains avec les gants pour les réutiliser. On leur reproche aussi de prendre trop de temps pour nettoyer les terminaux de paiement au drive. Et puis, finalement, les conditions de restauration au sein du restaurant McDonald's ne leur permet pas de se tenir à des distances de sécurité suffisantes. Je vous passe aussi la question de l'approvisionnement parce qu'on ne sait pas où ces restaurants s'approvisionnent en denrées alimentaires, ce qui pose aussi des questions sur la chaîne du froid, d'où vient la nourriture. Bref, un vrai danger d'un point de vue sanitaire à la fois pour les salariés et pour les clients potentiels. En plus de ça, McDonald's viole le droit du travail, parce qu'un certain nombre de ses salariés, à juste titre, a demandé à exercer leur droit de retrait, parce qu'ils ne sont pas protégés et que leur sécurité est mise en danger. Et entendez ce qu'on leur a répondu. Ça, c'est des citations directes de leurs managers dans ces restaurants McDonald's de Tours. On leur a dit, mot pour mot, je les cite, ces managers, on leur a dit « Le droit de retrait, c'est un mythe inventé pour les feignants. » Et on leur a dit que, en gros, le chômage partiel, on se souviendrait de qui l'a demandé et qui sont les feignants qui ont demandé à exercer leur droit de retrait. Ils ont même rappelé des salariés qui bénéficiaient de chômage partiel pour qu'ils reviennent travailler dans ces restaurants McDonald's, alors même que les conditions de sécurité sanitaire n'avaient pas changé. On leur a dit, là aussi je les cite, franchement ces commentaires, ils sont abominables et abjects. On leur a dit à ceux qui voulaient exercer leur droit de retrait, le coronavirus c'est qu'une grippe, vous n'avez pas 70 ans, vous avez pas besoin d'une combinaison intégrale. Et puis on les a même humiliés, on leur a dit vous voulez que je signe votre document du droit de retrait, vous voulez que je décontamine mon stylo pour ça. Franchement, c'est humiliant. Et il y a des mots assez forts d'une salariée qui s'appelle Elisa, d'une des salariées avec qui on a été en contact aujourd'hui, qui m'a assez frappée. Elle a résumé cette situation par une des phrases qu'une de ses managers lui a dit et qui lui a dit non mais attendez, vous n'êtes pas des salariés, vous êtes des salariés McDo. Comme si aujourd'hui en France, il y avait des salariés de seconde zone. Comme si aujourd'hui en France, il y avait ceux qu'on protégeait, ceux qui pouvaient télétravailler, ceux à qui on donnait les outils de protection et puis les sous-salariés qui n'auraient pas droit du travail, qu'on pourrait mettre en danger. Et on le voit, ça a des conséquences graves. Une salariée d'un magasin Carrefour est décédée. On a un salarié de la RATP qui est décédé aujourd'hui. Donc on met en danger ces gens et ces salariés de McDonald's en particulier. On profite du fait de la précarité de leur travail. Ceux avec qui j'ai échangé, c'est tous des étudiants qui payent leurs études avec ce boulot. Et en fait, à l'exploitation, au danger, on rajoute l'humiliation. Et ça, je crois que c'est insupportable. Et qu'à fortiori, dans cette période, on n'a pas le droit. Donc, je voulais vous raconter leur histoire parce que cette histoire, elle m'a révoltée. Et je la trouve symptomatique aujourd'hui de la situation dans laquelle on est. D'ailleurs, il y a l'association React qui a lancé une campagne d'interpellation à McDonald's, à la fois aux dirigeants de McDonald's France et aux dirigeants de McDo à Tours. Pareil, on va vous mettre le lien. N'hésitez pas à relayer cette campagne et à défendre ses salariés. Nous, on est en train d'essayer de voir si on peut développer les outils numériques pour interviewer ces salariés, faire un live en direct avec eux. Donc voilà, dites-nous si ça vous paraît une bonne idée, si on arrive à les inviter pour qu'eux puissent témoigner directement. Si vous avez d'autres idées de personnes qu'on pourrait interroger et inviter dans les lives, notre super équipe dont Mathieu qui est derrière les manettes dans mon équipe va essayer de mettre ça en place d'ici la fin de la semaine. Donc voilà, si vous avez d'autres idées de gens qu'on pourrait demander à témoigner ou si vous-même vous témoignez, n'hésitez pas à nous écrire. Je vois d'ailleurs qu'il y a pas mal de réactions et de questions. Je vais prendre les réactions.
Alors, j'ai une question de Didier. Pourquoi les cliniques privées sont exclues de la solidarité des hôpitaux publics? C'est une bonne question. C'est d'autant plus qu'on est arrivé à une situation tellement paradoxale que les cliniques privées ont demandé elles-mêmes à être réquisitionnées tellement elles étaient insuffisamment utilisées. En Espagne d'ailleurs, ils ont réquisitionné les cliniques privées. Alors elles commencent de facto à être réquisitionnées, mais pas toutes. Donc ça fait partie aussi des demandes qu'on fait au gouvernement. Il n'y a pas de raison que ces capacités hospitalières ne soient pas utilisées quand bien même elles seraient privées. Une question de Tristan. Que penses-tu des démarches en justice lancées par des personnalités et personnels médicaux? Je pense que c'est des démarches salutaires qui permettront de demander des comptes, qui permettent aussi d'accélérer les choses. Je pense notamment aux démarches qui ont été faites auprès du Conseil d'État pour les protections sanitaires, qui permettent d'interpeller. Après, le temps n'est pas encore complètement à rendre des comptes sur ce qui s'est passé. Je pense qu'il y aura une commission d'enquête qui sera ensuite mise en place, y compris au niveau parlementaire. Mais en tout cas, ces démarches, elles sont utiles. Et je pense qu'il faut saluer les syndicats, notamment du personnel hospitalier, qui, en plus d'être sur le front d'un point de vue médical, mènent la bataille pour l'intérêt général, puisque avec ces démarches, nous permettent de nous alerter sur ces sujets. Ensuite, une question, je crois, qui vient aussi de Tristan. L'agriculture est en difficulté, personne n'en parle, pourquoi? C'est vrai qu'elle est en difficulté. Alors, elle est en difficulté à plusieurs niveaux. Elle est en difficulté pour les récoltes, tout simplement. Et on a vu cette phrase assez maladroite de la part du gouvernement qui dit aller dans les champs, aider les agriculteurs, ce qui peut se défendre, mais qui en a appelé les enseignants à aller dans les champs. Alors, les enseignants qui nous regardent, il paraît que vous êtes des bandes de fainéants et que vous ne travaillez pas en ce moment. Alors qu'on sait très bien que les enseignants travaillent à double titre en ce moment, parce que non seulement ils doivent faire cours, mais ils doivent faire cours en s'adaptant sur des outils nouveaux qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a un enjeu de avoir des volontaires dans l'agriculture, et ce d'autant plus que l'agriculture repose essentiellement jusqu'à présent sur des bénévoles ou des salariés qui viennent souvent d'autres pays de l'Union européenne, et donc là forcément c'est un peu plus difficile en ce moment. Derrière se pose la question aussi de la juste rémunération de ces salariés dans l'agriculture. Et puis la dernière question qui se pose, c'est celle de l'approvisionnement. Je parlais de la question des routiers tout à l'heure, et puis on se rend compte plus que jamais que le fret ferroviaire est quand même sacrément utile pour transporter les marchandises et qu'il serait temps de le sauver. Et là aussi, ça fait partie des outils qu'on doit mettre à la disposition de la réponse de la crise. Ensuite, Jean-Philippe qui demande comment ont-ils fait pour contourner l'obligation de la fermeture des restaurants. Alors là, c'est pour McDonald's dont je parlais tout à l'heure. C'est une bonne question qui est posée là. En fait, la manière dont ils ont détourné la chose, c'est en s'appuyant sur le drive, en disant qu'ils font que du drive et de la vente à emporter et que ça, c'est autorisé. Mais en fait, ils jouent vachement sur les mots, puisque officiellement McDonald's a demandé à ses restaurants de fermer. Et c'est là où on voit toute la difficulté du système McDonald's, puisque ce sont des franchises. Donc en fait, ce sont des restaurants indépendants. Donc on a un gros franchiseur qui détient une vingtaine ou une trentaine, je sais plus, de restaurants dans la région de Tours, et qui lui a décidé, non, on pense que les règles ne s'appliquent pas à nous. D'ailleurs, qui ont fait pas mal pression au niveau du gouvernement au moment où ça a été annoncé la première fermeture des restaurants, pour qu'il y ait une dérogation qui soit offerte dans le cadre des drives et des ventes à emporter. Et on voit l'impact concret puisqu'on met en danger directement des salariés. Ensuite, on a Sarah qui dit bonjour Manon et les milliers de détenus qui crient leur désespoir enfermés pour la plupart à Troyes, sans hygiène, avec le virus qui les guette. On n'en parle pas. C'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, ou alors quand on en parle, c'est l'extrême droite et Marine Le Pen qui hurlent en disant c'est un scandale, on libère des détenus, etc. La vérité, c'est que cette crise, elle met les réalités à nu. Et dans les réalités à nu qu'elle met, c'est la surpopulation carcérale qui met en danger les détenus, puisqu'il y a une forte promiscuité et un vrai danger que l'épidémie se propage dans les prisons, et c'est déjà en partie le cas dans certaines prisons. Il y a un risque aussi derrière que ça crée de l'inquiétude, des émeutes, etc. Donc, on a vu en fait aussi la situation en Italie. Ça avait notamment
provoquer des émeutes, etc. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé un peu tardivement de permettre une sortie plus tôt de prison pour ceux qui n'avaient plus que quelques mois de prison dans des conditions bien déterminées. Mais on voit que c'est pas suffisant. Se pose aussi la question de tous ceux qui sont en détention provisoire et pour qui les procès ne vont pas arriver tout de suite, notamment à cause de la situation dans la justice et beaucoup de procès qui sont reportés. Il n'y a que certains procès en comparution immédiate qui sont maintenus. Donc là aussi, toutes ces personnes qui ne représentent pas de danger immédiat pour la nation, là aussi, devraient pouvoir être relâchés. Et puis enfin, se pose la question des agents pénitentiaires qui doivent être protégés. Alors, c'est la petite fille d'agent pénitentiaire que je suis qui dit ça. Mon grand-père qui était agent pénitentiaire au Baumettes. Alors, c'était il y a un petit moment, mais je sais pour avoir entendu pas mal d'histoires, les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent. Et aujourd'hui, eux aussi font partie des personnes qui ne disposent pas dans l'ensemble d'outils de protection sanitaire, que ce soit des masques, du gel hydroalcoolique, etc. Et puis, ils devraient aussi être en capacité d'être testés parce qu'eux-mêmes peuvent être vecteurs aussi du virus. On voit d'ailleurs Cynthia qui parle de ce sujet-là, qui dit « J'aimerais attirer votre attention sur la situation des surveillants pénitentiaires. On doit se rendre au travail coûte que coûte. Certains établissements nous refusent le port du masque ou même des gants pour nous protéger. » Je ne savais pas ça et c'est vrai que c'est un scandale. Non seulement on ne vous donne pas les outils de protection, mais en plus on vous refuse de les porter pour vous protéger, mais aussi pour protéger les détenus. Il y a eu des incidents ces derniers jours et personne n'en parle. On se sent abandonné. Alors Cynthia, nous on t'abandonnera pas. N'hésite pas à nous envoyer en message privé ton témoignage. Promis, au besoin, on le rendra anonyme, mais de la prison spécifique dans laquelle tu travailles, de nous raconter exactement comment ça se passe. Il y a mon collègue aussi, Hugo Bernalicis, qui est assez mobilisé sur cette question. Donc n'hésite pas à nous envoyer et nous, qu'on puisse continuer à interpeller le gouvernement sur ces sujets. Je vois que c'est bien, il y a plein de questions et de commentaires, n'hésitez pas à continuer. On a Niam Reg, j'espère que je prononce bien le prénom. Pourquoi il n'y a pas de réquisition d'hôtels pour mettre à l'abri les SDF et les migrants? Alors, il y a des réquisitions d'hôtels, pas suffisamment à mon sens et à mon goût, mais il y a des premières réquisitions qui ont été faites pour mettre à l'abri des sans-abri et des migrants, sachant que la problématique pour les sans-abri, elle est double, elle est les mettre à l'abri eux, et puis ils sont aussi, leur quotidien a changé. Beaucoup vivent de la manche, et avec moins de personnes qui sont dans les rues, ça veut dire qu'ils peuvent récolter moins d'argent à travers leur manche dans la rue, moins de denrées alimentaires. Certaines associations aussi sont davantage limitées dans l'aide alimentaire qu'elles peuvent apporter aux sans-abri. De même pour les migrants. D'ailleurs, il faut aussi signaler que sur les migrants, il y a le Portugal qui a pris la décision, qui je pense est salutaire et à suivre, de régulariser au moins temporairement toutes les demandes de sans-papiers qui avaient fait une demande de régularisation, qui est une manière aussi de leur porter assistance en ce moment. On a dans la liste des publics vulnérables Isabelle qui nous parle du problème des handicapés ou des enfants placés dans les foyers d'accueil. Ça faisait partie aussi des publics que je voulais aborder. J'avais commencé à lister l'ensemble des publics qui sont particulièrement vulnérables en ces temps de confinement dont on parle peu. Donc on a parlé des sans-abri, des migrants, ici des handicapés, des enfants qui sont placés dans les foyers. Et là-dessus, les professionnels alertent aussi sur les difficultés du confinement pour eux avec le parcours psychologique et le suivi psychologique qui est aussi plus difficile à faire. On peut penser aussi à toutes les personnes plus généralement qui nécessitent un suivi médico-social important. On peut penser aussi aux mal logés, évidemment, ceux pour qui c'est plus difficile de vivre en confinement parce que ils vivent dans des habitats qui sont suroccupés. Dans la même veine, on peut aussi penser aux violences intrafamiliales, aux violences à l'encontre des femmes et des enfants, aux violences faites aux femmes et aux enfants qui sont multipliées en cette période de confinement.
On peut penser aussi aux difficultés de faire l'école à la maison et aux inégalités face à ça. Inégalités parce qu'on n'a pas les mêmes prédispositions, on n'a pas le même accès à Internet, à un ordinateur, etc. Donc là-dessus, je voulais vous proposer sur les prochains lives que je vais faire, si on garde le même rythme, disons que 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi, d'avoir à chaque fois des témoignages d'un type de public. Donc n'hésitez pas à nous vous envoyer vos témoignages spécifiques. Donc Cynthia sur les prisons, Niamreng qui nous parlait des SDF et des migrants, Isabelle qui nous parlait des handicapés. N'hésitez pas à nous parler, à nous envoyer vos témoignages qu'on peut retranscrire et qu'on peut reprendre pour les prochains lives. Je vois aussi que dans les questions qui avaient été posées et que j'ai sauté, mais qu'on peut reprendre parce que c'est une question intéressante sur laquelle faire le suivi, c'est une question sur les dividendes. Il y a Fernand qui avait posé la question. Il faudrait intervenir les dividendes pour les actionnaires cette année. Elle a vu. Est-ce que les salariés vont pouvoir travailler jusqu'à 60 heures par semaine pendant des mois, voire des années? Et forcément, il y a un deux poids, deux mesures, avec d'un côté des entreprises qui s'apprêtent à verser des dividendes records à leurs actionnaires, plus de 350 milliards au niveau européen, plus de 50 milliards en France, et de l'autre côté, le gouvernement et Bruno Le Maire qui a fait une annonce ce week-end et qui a dit... Chères entreprises du CAC 40, j'aimerais bien, soyez gentils, que vous versiez un tout petit peu moins de dividendes à vos actionnaires et que cet argent serve davantage à l'intérêt général. Alors vous imaginez les invitations amicales du gouvernement, l'impact que ça a pour ces grandes entreprises. Et concrètement, ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, c'est que le report de charges qui sera mis en œuvre pour les entreprises, il ne s'applique pas si les entreprises versent des dividendes. Alors, le report de charges, c'est les entreprises qui ont des problèmes de trésorerie, elles peuvent demander à payer leurs charges plus tard, dans un mois. Et le gouvernement a dit, si vous bénéficiez de ce dispositif, alors vous ne pouvez pas verser des dividendes. Mais franchement, c'est se foutre de la gueule du monde, il n'y a pas d'autre mot, parce que ce ne sera absolument pas incitatif pour les entreprises. Concrètement, pourquoi? D'abord parce que les entreprises qui vont demander le report de charges, c'est essentiellement des petites entreprises. Et ce n'est pas celles qui versent des dividendes. Les grandes entreprises, elles n'ont pas besoin du dispositif de report de charges. Ce sont des entreprises qui disposent de suffisamment de trésorerie et qui ne vont pas demander ce dispositif. Et donc, ces grandes entreprises, elles n'ont concrètement aucune incitation à verser moins de dividendes. Et les invitations amicales du gouvernement ne seront pas suffisantes. Et pourtant, il y avait une solution simple, claire et efficace, c'était de prendre par ordonnance l'interdiction pure et simple pendant les 2 prochaines années de versement de dividendes aux actionnaires par les grandes entreprises. Et comme le gouvernement est un peu flemmard, nous, on a été efficace et on a écrit même cette ordonnance et il suffit juste au gouvernement de l'adopter, mais force est de constater que le gouvernement préfère faire la sourde oreille et ne pas prendre cette disposition. Et donc on voit bien concrètement, quand il s'agit de rogner sur nos droits sociaux, de revenir sur le droit du travail, d'imposer la semaine de travail à 60 heures, là il n'y a pas de problème à prendre des ordonnances. En revanche, quand il s'agit de défendre les droits des salariés, quand il s'agit de demander à ceux qui ont déjà plus, de demander aux entreprises de rogner sur les dividendes versés aux actionnaires, alors là, surtout, aucune contrainte, surtout aucune obligation. Et on voit donc bien que c'est un truc qui est à double vitesse. Et alors qu'il s'agit d'une question fondamentale de qui est-ce qui va payer la crise, on voit bien que le gouvernement a fait son choix et que c'est aux salariés plutôt qu'aux actionnaires qu'il demande de faire payer la crise. Alors, n'hésitez pas à relayer notre proposition. Là aussi, on va vous la remettre en commentaire. Le lien va être vers notre ordonnance que nous avons écrite et le visuel aussi qu'on a fait pour demander tout simplement l'interdiction pure et simple des ordonnances parce que le gouvernement essaie de nous faire croire
qu'ils vont réguler les ordonnances, mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Et ce qu'ils ont pris n'est absolument pas incitatif. Ça fait partie des manipulations du gouvernement en la matière. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Jean-François qui nous demande « Bonjour Manon, que penses-tu du confinement des personnes âgées en maison de retraite ?» Je pense que c'est une situation qui est difficile et compliquée à gérer parce que là aussi, en fait, on se retrouve à prendre une décision à la va-vite, faute d'avoir anticipé. En fait, faute d'avoir donné au personnel dans les EHPAD, donc essentiellement au personnel soignant, mais pas que, tous ceux qui travaillent dans des EHPAD, donc y compris ceux qui font à manger, etc. Faute de leur avoir donné l'ensemble des outils de protection sanitaire, alors on s'est retrouvé dans cette situation dramatique où le coronavirus est arrivé dans les EHPAD, sachant que ce sont des populations fragiles et qui créent concrètement des hécatombes. On a plusieurs EHPAD, il y a eu 15 décès, 20 décès, et donc c'est une situation qui est évidemment abominable. Et là aussi, on en arrive à une situation extrême où on demande à chaque personne dans les EHPAD de rester dans sa chambre. Ces personnes, nos personnes âgées, n'ont plus de lien, non seulement avec l'extérieur, mais aussi avec l'intérieur de l'EHPAD. On se retrouve dans des situations aussi où dans les EHPAD, même les personnels se retrouvent confinés. Imaginez des aides-soignants ou des soignants ou des personnes qui travaillent dans des EHPAD qui se retrouvent enfermés H24, qui eux aussi ne peuvent pas voir leur famille parce que on n'a pas anticipé la crise. Et quand je dis on n'a pas anticipé, il y a 2 semaines, on aurait pu prendre cette décision. Donc je pense qu'à ce stade, malheureusement, on n'a pas le choix. Mais que là aussi, s'il y avait eu un peu plus d'anticipation, on aurait pu éviter cette situation dramatique parce qu'elle est extrêmement difficile à vivre, à la fois pour les personnes âgées. On a tous des grands-parents, des parents qui sont en EHPAD et qui se retrouvent finalement coupés du monde. Et que l'impact psychologique du confinement, je crois, est sous-estimé, en particulier pour nos personnes âgées qui sont des personnes fragiles, déjà assez peu reliées au monde extérieur et finalement cette décision pourra avoir un impact majeur sur leur bonne santé également. Donc là aussi, il faut que ce soit une situation la plus de courte durée possible et il faudra également anticiper les étapes suivantes de sortie du confinement extrême dans lequel se trouvent en particulier les personnes âgées. Voilà, je vois qu'il n'y a plus trop d'autres questions. Donc moi je vous propose qu'on se retrouve mercredi pour un prochain live. N'hésitez pas d'ici là à nous envoyer vos témoignages ou vos appels solidaires aussi tels qu'ils soient. Je pense notamment, n'hésitez pas à aller donner votre sang dans cette période qui est extrêmement compliquée et qui ne malheureusement les besoins en sang n'ont pas diminué, on en a toujours autant besoin et donc il y a eu plusieurs appels qui ont été lancés par ceux qui collectent le sang, donc si vous en avez l'opportunité, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos témoignages tels qu'ils soient, que vous soyez des travailleurs, vos conditions de confinement, vos conditions de travail, est-ce qu'on a rogné sur vos RTT, vos congés payés, vos conditions de reprise du travail pour ceux à qui on demande de reprendre le travail, vos propositions aussi de témoignages de personnes qu'on pourrait inviter dans ces lives. Bref, ces directs sont aussi les vôtres et n'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo le plus largement possible sur vos comptes pour que ces réflexions soient partagées les plus largement possible et qu'ensemble on trouve, je l'espère, les meilleures pistes de réponse politique à cette crise qui est une crise sanitaire mais aussi une crise économique et une crise sociale. Donc j'espère que collectivement on sera plus fort dans les réponses qu'on va apporter. En tout cas, nous c'est le pari qu'on fait. Donc n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos suggestions en la matière. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous, on pense fort à vous. On pense fort aussi à tous les salariés qui sont dans la galère, à tous les salariés qu'on contraint, aux salariés de McDo, si vous nous regardez, à tous ceux avec qui j'ai pu échanger cette semaine. Et puis, on aura l'occasion de refaire parler d'eux, probablement de les inviter. Voilà, prenez soin de vous, les amis, prenez soin de vos proches. Profitez-en aussi, si vous le pouvez, pour essayer de déconnecter. Bref, soyez forts et comme dirait mes anciens collègues, quand je travaillais en République démocratique du Congo, ils avaient souvent cette expression on est ensemble, qui avait beaucoup de sens au Congo et je crois qu'en ce moment plus que jamais,
même si on est loin physiquement, on est ensemble, en tout cas par la pensée. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt.